Elle passe la porte de son commissariat de quartier. Elle se présente à l'agent d'accueil et vient lui raconter des faits d'une gravité exceptionnelle. Mais ces faits ne seront tapés sur procès-verbal que dans le cadre de ce que l'on appelle une déclaration de main courante. Maître Gerby, ça fait longtemps qu'il nous raconte ses histoires de procès. Elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. C'est toujours passionnant d'avoir un œil à l'intérieur, de comprendre la justice, son fonctionnement, d'entendre comment on défend une victime. Car Maître Gerby est avocat et il a fait un choix. Il ne défend que des victimes. Un jour est née l'idée de ce podcast. Vous racontez l'évolution de l'arrivée du client jusqu'au verdict. Vous écoutez Hervé Gerby raconte. Aujourd'hui, l'histoire de Chantal. Les faits que je vais rappeler dans cette nouvelle histoire vraie se situent il y a pas tout à fait 10 ans. Vous verrez qu'en 10 ans, la justice a considérablement évolué sur ce type d'affaires. Vous verrez qu'il y a 10 ans, le traitement de cette affaire judiciaire peut être considéré aujourd'hui sous certains aspects comme scandaleux. Cette nouvelle affaire vraie que je vous raconte est celle de Chantal. Chantal arrive il y a à peu près 10 ans, nous sommes en novembre 2015. Elle passe la porte de son commissariat de quartier. Elle se présente à l'agent d'accueil et vient lui raconter des faits d'une gravité exceptionnelle. Mais ces faits ne seront tapés sur procès-verbal que dans le cadre de ce que l'on appelle une déclaration de main courante. La déclaration de main courante, ce n'est pas la plainte pénale. La déclaration de main courante, c'est une prise d'acte, une prise de date. Elle ne déclenche absolument rien. Voici ce qu'elle déclare. J'ai fait la connaissance d'un homme il y a quelque temps par le biais du réseau social Facebook. Au début, nous avons voulu faire connaissance et on s'est vu dans un premier temps à l'extérieur pour boire un verre. Il était entreprenant avec moi, mais j'ai refusé ses avances, je voulais prendre mon temps. Il y a 15 jours, il est venu à mon domicile uniquement pour boire un verre et pour continuer à faire connaissance. À ce moment-là, il m'a embrassé, mais j'étais d'accord. C'est là qu'il est devenu de plus en plus entreprenant, mais malgré mon refus d'aller plus loin avec lui, il m'a dit de me lâcher. Il a commencé à déplacer ses mains sur mon corps, puis sur mes parties intimes. Il a voulu que je le caresse, mais j'ai refusé. Puis il est devenu très insistant, mais comme il était plus fort que moi, je n'ai pas réussi à me défendre. Il m'a allongé sur le lit, il s'est allongé sur moi, et il a eu un rapport sexuel avec moi forcé, car je ne voulais pas. Il m'a mordu au cou, mais je n'ai pas eu le réflexe de prendre une photo. Je ne suis allé voir mon médecin que 10 jours après, donc je n'ai aucune preuve physique de ce que j'avance. Quand j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit qu'on se moquerait de moi si j'en parlais à la police. Il est vrai que j'ai été suivi par un psychiatre, mais j'ai bien toute ma tête, je me gère toute seule. Je n'ose pas porter plainte aujourd'hui car j'ai peur que l'on ne me croie pas. C'est sa parole contre la mienne. Voilà la déclaration de Chantal à l'agent de police judiciaire qui la reçoit. Chantal a cette particularité que l'on sent très rapidement, à quelques minutes d'échange. Chantal ne fait pas son âge. Dans son discours, Chantal fait beaucoup plus jeune. Son discours est très simple. Il est même un peu confus. Il y a une certaine forme de logorée. Chantal est atteinte d'un handicap psychologique. Elle a un retard et elle est reconnue handicapée à 80%. Voilà donc qu'elle fait cette simple déclaration de main courante et puis finalement, parce que le président de l'association dans laquelle elle milite et à qui elle s'est confiée va de façon paternaliste la prendre en charge, parce que sa sœur, informée des faits, va intervenir, elle sera finalement auditionnée presque un mois et demi plus tard.
en bonne et due forme à l'hôtel de police de Grenoble en qualité de victime. Le procès-verbal qui est établi porte cette mention « viol sur personne vulnérable ». Et Chantal va expliquer aux policiers cette rencontre. Elle avait eu un petit ami quelque temps auparavant. Ils avaient rompu et ce petit ami lui a présenté ce garçon. Elle avait eu ce premier contact à l'extérieur dans un café. Elle avait pris son temps 15 jours après pour le revoir à son domicile un après-midi. Elle avait préparé un goûter entre amis avec quelques viennoiseries. Ils sont assis devant cette petite table basse où il y a du thé, quelques pâtisseries, l'un côte à côte mais à distance amicale. Puis il se rapproche, puis il tente de l'embrasser, puis malgré son refus, ses gestes seront de plus en plus pressants. Ils finiront par se retrouver dans la chambre. Elle sera déshabillée et elle sera violée. Les policiers ont conscience de la grande vulnérabilité de Chantal et vont immédiatement demander sur réquisition qu'elle soit vue par un médecin légiste d'abord et par un psychiatre du service de l'unité médico-légale du CHU de Grenoble. Le médecin légiste va procéder à un examen clinique et gynécologique détaillé, duquel il va conclure qu'il existe bien une petite déchirure compatible avec une tentative de pénétration. Le médecin psychiatre qui verra quelques semaines plus tard, parce que tout cela est très décalé, ce médecin psychiatre qui verra Chantal conclut de son côté que Chantal présente des éléments pouvant faire évoquer un état de stress post-traumatique en cours d'installation. Que le récit de Chantal est rendu malaisé du fait d'un possible déficit intellectuel modéré et de manifestations anxieuses majeures. Il est impossible, dit le psychiatre, de se prononcer en l'état actuel des choses sur le pronostic de ces troubles. Les choses vont, sur le plan judiciaire, s'emballer. Ce garçon, agent de sécurité, divorcé, 2 enfants, sera placé en garde à vue. En garde à vue, il va aller dans le sens indiqué par Chantal sur la narration des faits et il va expliquer qu'il l'a effectivement rencontré, que le jour des faits, nous sommes à la mi-octobre, nous sommes 10 jours avant cette fameuse main courante. Il dit qu'il a fait une erreur. Il a soutenu ne pas s'être rendu au domicile de Chantal dans le but d'y commettre un viol, mais avoir été frappé, dit-il, d'une pulsion soudaine. Il l'avait attrapée par les bras, la secouant en lui parlant d'une façon directe. Il reconnaissait, en garde à vue, avoir pu faire peur à cette dame qui, depuis le début, s'opposait à ses avances. Pour expliquer son geste, il disait éprouver des difficultés psychologiques en lien avec son adoption lorsqu'il était enfant, qu'il avait divorcé, qu'il était depuis déprimé. Qu'il avait besoin d'une femme et, dit-il, que ce jour-là, il n'avait pas fait l'amour depuis longtemps. Il demandait même, en garde à vue, à être suivi pour son acte, sans pour autant se sentir malade. Il avait déclaré n'avoir consommé ni alcool, ni stupéfiant. Il reconnaissait un point important, c'est qu'il avait bien été mis en relation avec Chantal par cet autre ami qui lui avait bien spécifié que celle-ci était malade. Dans sa deuxième audition de garde à vue, il confirmait avoir agi avec pulsion et reconnaissait s'être rendu au domicile de Chantal avec un préservatif dans son sac car il avait ce jour-là l'intention d'avoir un rapport sexuel. Il admettait enfin qu'en partant de chez elle, il avait conscience d'avoir fait une bêtise. Il expliquait souffrir, lui aussi, d'un trouble psychologique, d'une bipolarité. Les faits sont reconnus. Les faits sont reconnus en garde à vue, ils sont d'une extrême gravité, et pour autant, ce garçon
va être placée sous simple contrôle judiciaire, pas de détention provisoire. Voilà commence le périple judiciaire de Chantal. Un décalage entre les faits qu'elle révèle, les propos en garde à vue de l'auteur de ces faits et le placement en contrôle judiciaire. On peut s'attendre qu'un viol sur personne vulnérable qui est admis, même à minima, conduise son auteur immédiatement en détention provisoire. Ça n'est pas le choix qui a été fait par le juge d'instruction qui va, à l'issue de la garde à vue, entendre l'auteur des faits. En réalité, il ne l'entendra pas puisque la première audition dite de mise en examen, de première comparution pour une mise en examen, cette première audition, cet auteur conservera le silence. Il sera entendu à nouveau quasiment 6 mois plus tard. Nous sommes à l'été 2016. À l'été 2016, il est entendu par le juge d'instruction. Et la question qui lui est posée, que dites-vous des faits pour lesquels vous avez été mis en examen ? J'en suis totalement conscient. Ce que j'ai fait n'est pas normal. Il raconte la scène. Il confirme qu'il l'a secoué. Il confirme que Chantal lui a dit non, mais, dit-il, je l'ai entendu ce nom, mais je ne prenais pas ce nom au sérieux. Je le pensais comme un jeu de sa part. Ensuite, on a eu le rapport au niveau de la chambre, je l'ai attrapé au niveau des avant-bras, je l'ai mis sur le lit, elle m'a encore dit non. Elle s'est déshabillée. Ce n'est pas moi qui l'ai déshabillée, c'est elle qui l'a fait. Elle s'est mise sur moi. Après, j'ai enlevé mon préservatif. Elle s'était couchée sur le dos. Et la suite, vous pouvez l'imaginer. Il raconte qu'ils se sont l'un et l'autre rhabillés. On est retourné dans le salon, dit-il. J'ai appelé pour mon travail et je suis parti. Qu'a-t-elle dit après vous avoir dit non juste avant la relation sexuelle, l'interroge le juge. Quand elle m'a dit non, c'est quand je l'ai pris au niveau des bras. J'ai lâché à ce moment-là. Elle disait non au geste puisque vous me posez la question. Au départ, elle ne voulait pas de cette relation sexuelle puisque vous me posez la question. Mais à un moment donné, a-t-elle voulu cette relation sexuelle avec vous ce jour-là ? Non, répond-il. Comment savez-vous ? Elle m'a dit non. Pourquoi alors avez-vous malgré tout continué ? Je pensais que c'était juste un jeu d'elle. Et qu'est-ce qui vous faisait dire que c'était un jeu ? Ce n'était pas un non catégorique, ce n'était pas un non ferme. Pendant votre relation, vous a-t-elle dit de nouveau non ? Elle dit non tout le temps. Je suis d'accord. Non, c'est non. Cette audition est assez claire. Il va être interrogé parce que Chantal va, alors qu'il quitte la chambre, elle va être perturbée parce que, immédiatement, il l'efface de ses contacts Facebook. Il ne lui donne plus aucune nouvelle. Et elle tente de savoir pourquoi, et elle lui envoie des messages. Pourquoi nous n'avons plus de contact ? Pourquoi tu ne reviens plus ? Mais c'est Chantal, avec sa personnalité, sa vulnérabilité, sa fragilité psychologique, son handicap de 80%, qui à la fois refuse cette relation sexuelle de façon claire, avec un non affirmé, et dans le même temps ne comprend pas le silence de ce garçon qu'elle avait invité pour un simple goûter d'amis avec quelques viennoiseries sur la table. En matière criminelle, les auteurs font l'objet d'une expertise psychiatrique, d'une expertise psychologique, et très souvent, les victimes elles-mêmes font l'objet d'examens psychologiques et d'examens psychiatriques. Ce sera le cas pour Chantal. Ils vont tous être unanimes sur l'extrême vulnérabilité psychologique de Chantal, d'abord en raison de ce handicap acquis à la naissance, mais ensuite parce que le sort, la vie s'est acharnée contre Chantal. Elle venait quelques mois auparavant de sortir d'un grave cancer, nécessitant une intervention chirurgicale, laissant des séquelles importantes.
Le psychologue écrira ceci. Chantal éprouve en premier lieu de la colère, de la haine, du dégoût. Elle relativise sa confiance dans la justice qui, pour l'instant, n'a pas été assez coercitive. Son agresseur est seulement sous contrôle judiciaire. Elle vit très mal ce contrôle judiciaire. Elle le vit vraiment très mal lorsqu'elle s'exprime devant le juge d'instruction qui va l'auditionner pour la première fois, quasiment 1 an après les faits. Nous sommes en octobre 2016. Je ne suis pas à ce stade-là l'avocat de Chantal. Chantal a un autre conseil qui l'accompagne depuis le début, qui est présent à cette audition qui démarre au palais de justice de Grenoble à 10h03. Une audition qui, quand on lit le procès-verbal, a été longue, entrecoupée de nombreux pleurs. Il a fallu nécessairement s'interrompre et j'imagine tout à fait cette scène parce que mes rencontres avec Chantal ont toujours été des rencontres où se mêlaient à la fois la confiance, le récit et les pleurs. Et Chantal va, avec ces mots, cette vulnérabilité dans le verbe, raconter à nouveau son histoire. Ce qui est curieux, et je vous ai dit que cette affaire avait lieu il y a 10 ans, c'est qu'après avoir raconté son histoire dans le cadre d'une main courante, après l'avoir racontée à l'hôtel de police où elle est auditionnée 1 mois et demi après l'avoir racontée au médecin légiste, après l'avoir racontée au psychiatre mandaté sur réquisition avant même que l'instruction débute, après l'avoir raconté au psychologue désigné par le juge d'instruction, après l'avoir raconté au psychiatre désigné par le juge d'instruction, après l'avoir raconté au juge d'instruction lui-même, eh bien, on va lui demander l'impossible. On va lui demander de se plier à une confrontation avec son violeur. On va demander à Chantal, avec ce qu'elle a vécu, avec tout ce parcours judiciaire, avec cette vulnérabilité liée à sa personnalité, on va lui demander de faire face à son violeur pour qu'elle confirme les faits. Je dois saluer le travail fait par mon confrère, avocat de Chantal au moment des faits, qui va refuser cette audition. Il va refuser cette audition sous la forme de confrontation en justifiant de la situation médicale de Chantal. Et finalement, cette confrontation qui devait avoir lieu le 6 octobre 2016 ne sera qu'une nouvelle audition de l'auteur des faits. Oh, l'avocat de cet auteur aura beau jeu de dire alors et de déclarer, c'est couché sur procès-verbal de confrontation. On déplore l'absence de Chantal. Même s'il y a les certificats médicaux, nous aurions souhaité poser des questions à Chantal. Et mon client aurait souhaité s'excuser car il regrette sincèrement. Il n'a pas eu conscience qu'elle n'était pas consentante. Il pensait à un jeu et même pour Chantal, ça aurait pu avoir des vertus pédagogiques, cette confrontation. J'aurais eu des questions à lui poser pour savoir dans quel contexte elle se trouvait. Sur ses déclarations passées, sur son enfance, on voit immédiatement le tournant qui est pris. La vulnérabilité, le handicap de Chantal va se retourner contre elle. Parce qu'elle a des difficultés à s'exprimer, eh bien, ce violeur n'aura pas compris le non. C'était un jeu. C'était un jeu, presque un jeu d'enfant. Et voilà que la mécanique du consentement se met en route. La stratégie est désormais d'indiquer que, en raison de la personnalité de Chantal, de ses difficultés à s'exprimer, le non qu'elle a exprimé n'était pas suffisamment clair, pouvait évoquer un jeu et que, de ce fait, l'auteur de ces actes criminels n'avait pas conscience d'en commettre. Il va réitérer sa stratégie dans son dernier procès-verbal de comparution devant le juge, et c'est alors que le juge d'instruction va suivre les réquisitions du procureur de la République. Presque
Un an jour pour jour après l'audition par Chantal devant les policiers de l'hôtel de police de Grenoble et de ce premier procès-verbal qui portera la mention de viol sur personne vulnérable, le juge d'instruction va rendre une ordonnance de non-lieu. Il va indiquer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre l'auteur des faits pour la qualification, dans la mesure où cet auteur, dit l'ordonnance, soutient, sans pouvoir être contredit par des éléments matériels, ne pas avoir eu conscience de l'absence de consentement de cette dernière, donc de Chantal, ayant pris ses noms pour un jeu sexuel. La plaignante admet s'être déshabillée elle-même. L'attitude adoptée par Chantal après les faits a pu entretenir une ambiguïté quant au caractère consenti ou non du rapport sexuel. Dès lors, la personnalité du mis en examen, décrit comme un sujet égocentré par le rapport d'expertise psychiatrique, ne lui a pas nécessairement permis de percevoir l'absence de consentement. En conséquence, non-lieu sera ordonné faute d'avoir pu caractériser l'infraction de viol reprochée. Bien évidemment qu'il fallait faire appel de cette ordonnance de non-lieu, c'est à cet instant-là que j'interviens. L'arrêt de la chambre de l'instruction, l'arrêt ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises, cet arrêt qui sera rendu 1 an après l'ordonnance de non-lieu, 1 an, va décider qu'il appartiendra à un tribunal de décider, lui, si l'infraction est caractérisée ou pas. C'est à ce stade-là que je suis intervenu pour Chantal. Nous avons fait échec à l'ordonnance de non-lieu. Il y aura donc bien un procès. Et lorsque le procès s'ouvre, je vous laisse imaginer l'état psychologique de Chantal. C'est 5 jours d'audience extrêmement difficiles. Nous demandons un huis clos partiel lorsque ça est possible pour que Chantal puisse être assistée par sa sœur, très présente. Les journées d'audience s'enchaînent, j'ai beaucoup de pleurs. Chantal doit sortir souvent de la salle. Elle est parfois par terre dans la salle des pas perdus du palais de justice de Grenoble parce que ce qu'elle entend est intolérable. C'est très difficile pour Chantal de faire face au juge, de faire face à son agresseur, de comprendre qu'il va nous falloir ramener les choses à leur juste place, que la vulnérabilité de Chantal ne doit pas se retourner contre elle pour dire que finalement on pouvait penser à un jeu, mais que au contraire cette vulnérabilité a été utilisée sciemment par cet auteur pour forcer le non, que cette vulnérabilité doit protéger Chantal plus qu'elle ne doit l'accuser. Nous y arrivons finalement, l'auteur sera bien reconnu coupable de viol. Nous sommes fin d'année 2019. Il y a 6 ans, la cour d'assises de l'Isère va reconnaître qu'un homme s'est rendu coupable d'un fait de viol sur une personne vulnérable, c'est-à-dire sur une personne présentant un handicap de 80%. Je suis atterré par les réquisitions de l'avocat général. Ils ne sont pas à la hauteur de l'infraction et je vous avoue que la peine prononcée laisse encore beaucoup d'interrogations et interpelle. Pour un viol dans de telles circonstances, l'auteur sera condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis. Sans doute que sa personnalité à lui aura joué, mais quand même, la gravité de l'infraction. La gravité de l'infraction et des conséquences sur Chantal interroge sur cette peine prononcée. Le parcours judiciaire de Chantal ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il va falloir évaluer son préjudice et le faire indemniser. Nous saisissons la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et nous sollicitons une expertise médicale, psychologique, pour évaluer le retentissement. Là encore, la vulnérabilité de Chantal, son handicap psychologique, son parcours personnel avec cette grave maladie qui lui a laissé des séquelles physiques visibles, vont sans doute jouer un rôle pour l'évaluation de son préjudice. Elle sera reconnue atteinte d'un taux d'incapacité lié à un état de stress post-traumatique
de 7%. Nous sommes dans la fourchette moyenne des états de stress post-traumatique. Elle sera indemnisée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Elle n'aura pas la pleine étendue, me semble-t-il, de l'évaluation de ses préjudices. Nous avions soutenu devant l'expert psychiatre qui l'avait évalué, témoignage à l'appui, que depuis cet acte criminel, Chantal ne prenait plus soin d'elle. Qu'elle ne prenait plus soin d'elle personnellement, physiquement, qu'elle ne prenait plus soin de son appartement et qu'elle avait dorénavant besoin de plus d'aide pour pouvoir l'aider à faire notamment le ménage, à l'aider encore plus sur la gestion administrative. Bref, que son état s'était considérablement détérioré depuis les faits. Nous avions combattu le rapport de l'expert qui ne retenait pas cela pour faire admettre effectivement les besoins de Chantal. La commission d'indemnisation des victimes d'infraction ne nous suivra pas. Elle ne nous suivra pas et elle rendra une décision dans laquelle elle va rappeler de façon stricte le rapport d'expertise de la victime. Complet et bien argumenté, constitue une juste appréciation de son préjudice. Pas de marge d'appréciation. Le juge, qui normalement ne peut tenir pour acquis les rapports d'expertise mais doit être en capacité de les appréhender, va faire sien les conclusions de l'expert qui indiquait dans son rapport que Chantal présentait un fonctionnement au quotidien similaire à celui antérieur à l'agression. Nous n'avions pas le même avis et l'environnement, les proches de Chantal n'avaient pas le même avis. Le rapport sera suivi et Chantal sera finalement indemnisée de façon, je l'ai dit, partielle. Nous avions proposé à Chantal de relever appel de cette décision et je comprends qu'elle ne l'ait pas fait. Je comprends que lorsque intervient cette décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, nous sommes déjà en 2024, 9 ans après les faits dénoncés par Chantal, 9 ans de procédure judiciaire où elle a fait face à un non-lieu où, rappelez-vous, avant même l'ordonnance de non-lieu, au psychologue, elle disait son manque de confiance en la justice parce qu'elle ne comprenait pas le placement sous contrôle judiciaire. Chantal a surmonté l'ordonnance sur non-lieu, elle a fait confiance à la justice pour faire appel, pour que l'auteur de cet acte criminel soit renvoyé devant une cour d'assises pour y être jugé. Il a été jugé, il a été condamné, mais sans doute que la confiance de Chantal en la justice s'est arrêtée au jour de se délibérer à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle n'a pas interjeté appel, comme nous lui avions proposé, de cette décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la CIVI, parce que je suis certain que, comme nous l'avons obtenu dans d'autres décisions de justice, une cour d'appel aurait apprécié différemment le rapport d'expertise judiciaire, aurait mieux mesuré l'impact, le retentissement dans les actes de la vie quotidienne du viol subi par Chantal. Parce que je suis persuadé qu'elle aurait été indemnisée non seulement du préjudice moral souffert par toute personne victime d'un acte de viol, mais qu'elle aurait été reconnue pleinement des conséquences quotidiennes en termes de handicap généré par le stress post-traumatique. Je garde de cette affaire le souvenir des jours d'audience pénibles. Mais je garde surtout de cette affaire le soutien qui a été apporté à Chantal, à la fois par sa sœur, sa famille extrêmement présente, par ce président d'association dans laquelle elle militait, qui avait toujours gardé pour elle un œil paternel et qui, à l'audience, avait fait une déposition incroyable. Et puis par le service d'aide aux victimes. L'une des psychologues de ce service a accompagné à notre demande chaque jour Chantal à l'audience. Sans l'ensemble de ces soutiens, je n'aurais pu accomplir mon travail avec la même force que celle que les uns et les autres ont pu me donner. Vous avez écouté Hervé Gerby raconte, un podcast produit par Victimes et Préjudice Avocats, réalisé par Alcat Media, musique et effets sonores, Alun Peretz, Michael Vignola. À bientôt!